Bonjour, je suis François Lassagne, rédacteur en chef du média Pour la Science. Soyez les bienvenus dans À l'écoute de la science, le podcast réalisé en partenariat avec le Collège de France, dans lequel des chercheuses et des chercheurs nous transportent au cœur de leurs recherches et de leurs réflexions. L'équipe de Pour la Science travaille au quotidien avec des dizaines de chercheuses et chercheurs de tous les domaines. Physique, biologie, mathématiques, archéologie, médecine. Beaucoup d'entre eux publient dans les pages du magazine et sur le site de Pour la Science des articles au plus près des dernières avancées de leur champ d'études. Ces chercheuses et chercheurs viendront dorénavant régulièrement à la rencontre de nos abonnés lors d'interviews enregistrées en public au Collège de France et diffusées dans les épisodes du podcast À l'écoute de la science, avec l'ambition de transmettre toujours directement et encore plus largement le savoir scientifique. Dans cet épisode, avec François Savatier, journaliste à Pour la Science, nous remontons le temps à la recherche des origines d'Homo sapiens en interrogeant le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin, spécialiste de l'évolution de notre espèce. Mesdames, Messieurs, chers abonnés à Pour la Science, je voudrais vous remercier pour votre curiosité qui vous amène a priori aujourd'hui en ces lieux précieux où le meilleur de la science en train de se faire se donne à entendre. Nous allons plonger dans la longue histoire évolutive de Sapiens au fil de quelques questions proposées par François Savatier qui vont inviter le professeur Hublin à partager découvertes, enthousiasme, réflexion avec vous. Et puis pendant une vingtaine de minutes, je poserai à mon tour 3 questions complémentaires qui seront un peu décalées si l'on veut, et qui, j'espère, vous inspireront à vous aussi des réflexions et des discussions. Merci à tous, cher professeur Hublin, cher François, c'est à vous. Bonjour professeur Hublin, nous savons tous, vous êtes titulaire de la chaire de paléanthropologie du Collège de France. À ce titre, vous êtes le directeur du groupe de recherche en paléanthropologie qui est hébergé par le Centre international de recherche en biologie. Vous avez dirigé le département évolution de l'homme à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste de Leipzig, département que vous aviez créé. Vous avez donc participé à cette extraordinaire aventure menée à l'intérieur de cet institut qui a ramené la prééminence en préhistoire de ce côté-ci de l'Atlantique. Et ce qui est encore plus spectaculaire, c'est la stupéfiante série de percées qui changent tout, qui ont été alignées au cours de ces 18 ans. L'une de ces découvertes stupéfiantes, c'est cet important jalon évolutif que vous avez posé en co-découvrant des fossiles d'Homo sapiens archaïques, vieux de 315 000 ans, en tout cas c'est la date qui a été donnée lors de la publication de la découverte, sur le site de Djebel Irhoud au Maroc. Est-ce à dire que notre espèce, qui a évolué en Afrique, avait déjà émergé à cette date ? C'est très difficile de se servir de la paléontologie pour poser une date d'apparition. D'ailleurs, pour poser une date de disparition aussi. C'est-à-dire qu'en pratique, il y a très peu de chances qu'on trouve dans le registre fossile le premier représentant d'à peu près n'importe quoi. Et d'ailleurs, il y a aussi peu de chances de trouver le dernier. Et il y a même des gens qui ont construit des modèles mathématiques pour essayer de prédire en quelque sorte la vraie date d'apparition, la vraie date de disparition des espèces. Je comprends, vous m'avez eu, mais ces crânes de Djebel Irhoud, ils étaient déformés par les sédiments, ils étaient sous pression. Et donc, après les avoir mesurés très précisément, vous avez en quelque sorte reconstitué le mouvement des sédiments et vous êtes arrivé à une forme qui vous a fait dire ce sont des sapiens archaïques. Quels étaient ces critères ? Ce sont des critères qui sont généralement utilisés en paléontologie, c'est-à-dire que ces formes, elles présentaient un certain nombre de caractères. Alors dans le jargon, on appelle ça des caractères dérivés, c'est-à-dire des caractères évolués, si vous voulez, qui sont présents chez les hommes actuels et qui étaient présents chez ces formes-là et qu'on ne trouvait pas chez tous les autres fossiles connus. Et donc c'est ce genre d'argument qui fait qu'on rattache un fossile à une lignée particulière qui mène à quelque chose aujourd'hui. Alors cela étant dit, je veux quand même tout de suite préciser que ce ne sont pas des hommes comme vous et moi. Alors, 315 000 ans, c'est après le début de la culture qui existait au Proche-Orient, celle de l'homme de Zoutillé. Je sais que vous l'avez étudié. Oui. Bernard van der Merch, qui, si je suis bien repéré, votre directeur de thèse, avait déclaré qu'il s'agissait d'un sapiens archaïque aussi. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'en même temps qu'il y avait des sapiens archaïques au Maroc, il y en avait au Levant ? Oui, alors encore une fois, vous parlez de la date, mais c'est aussi vrai pour la localisation géographique. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que l'enregistrement fossile, c'est un enregistrement qui est très, très parcellaire, qu'on a eu la chance d'avoir ces fossiles-là au Maroc. D'ailleurs,
Marocains pensent que maintenant, ils sont le berceau de l'humanité. Hein. Bon, j'explique souvent que d'abord, il y a 300 000 ans, il n'y avait pas de Maroc, et puis qu'en plus, on aurait pu très bien les trouver 1000 kilomètres plus au sud, plus à l'est, et même plus que ça. Mais ce qui est intéressant dans cette découverte de Djebel Irhoud, c'est qu'en fait, ça a brisé un peu un modèle qu'on avait, qui était un modèle d'apparition de notre espèce limité à l'Afrique subsaharienne et en particulier à l'Afrique de l'Est. Donc on imaginait un berceau géographique de taille réduite, on parlait de jardin d'Éden, hein, dans lequel, de façon un peu adamique, serait apparu un homme pratiquement moderne comme les hommes d'aujourd'hui. Et ce sont ces deux préjugés qui ont volé en éclats, en fait, avec la découverte de Djebel Irhoud. Donc le berceau, il est beaucoup plus grand que ce qu'on croyait. C'est probablement un berceau qui couvre toute l'Afrique. Et puis surtout, on a une évolution de notre espèce, une apparition, une évolution qui est longue et avec de nombreux changements évolutifs. Et alors ce berceau, manifestement, il comprenait le Levant, ce qui ne signifie pas pour autant que des sapiens archaïques sont partis du Levant très tôt. Je crois savoir que les généticiens ont identifié une sortie d'Afrique principale qui se serait faite il y a entre 80 et 60 000 ans et qui est à l'origine de l'humanité eurasienne actuelle. Cette sortie principale d'Afrique s'est propagée comme s'il s'agissait d'humains tropicaux. Sans doute sont-ils allés d'abord vers les tropiques, mais je voudrais qu'on se concentre plutôt sur leur propagation vers le nord, celle qu'on peut le mieux reconstituer, la propagation vers l'Eurasie du Nord et vers l'Europe. À ce propos, on parle d'une culture levantine, sapiens, dite du Paléolithique supérieur initial, qui s'est propagée vers l'Europe. Qu'est-ce que cette culture et à partir de quand ? Alors, le mot culture, disons cette culture matérielle, ce genre d'assemblage d'outils, hein, on parle de techno-complexe, c'est quelque chose qu'on a découvert pour la première fois dans le désert du Negev, donc qui présente des traits techniques, dans le fond, qui sont intermédiaires entre ce qu'on a connu en Afrique dans les dizaines de milliers d'années qui ont précédé, qu'on appelle du Middle Stone Age, et puis ce qu'on va trouver plus tard partout en Eurasie, qu'on appelle du Paléolithique supérieur. Et donc, il y a un archéologue américain qui s'appelle Tony Marks, qui a très très bien étudié ce site du Negev et qui a montré comment cette culture matérielle, elle montrait une transition technique en fait entre le Middle Stone Age et le Paléolithique supérieur. Et alors, cette transition, on croyait l'avoir en Europe, d'une certaine façon, avec des industries qu'on appelait de transition. On se rend compte aujourd'hui que probablement il n'y a pas de transition en Europe. Je pensais que cette transition était une transition vers le débitage de longues lames qu'on pouvait éventuellement retoucher et transformer en pointe. Oui, oui. C'est bien de ça dont il s'agit. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire en comparant ce Paléolithique supérieur initial et puis ce qu'on a en Europe, c'est qu'il faut bien comprendre que en Afrique, et puis dans ce qui est la porte de l'Afrique en Kérin, parce que quand on est dans le Negev, on n'est pas très loin de l'Afrique, on a une continuité sur une très très longue durée, une continuité biologique et une continuité d'une certaine façon culturelle. Alors quand on va aller en Europe ou en Eurasie ailleurs, là le paysage est complètement différent parce qu'on sait qu'on a un remplacement majeur d'un groupe, les Néandertaliens en Asie de l'Est, c'est les Dénisoviens, par des migrants qui viennent d'Afrique. Et donc, évidemment, une des questions qui s'est toujours posée dans la discipline, c'est dans le fond comment on peut mettre en relation ce qu'on observe dans la sphère archéologique avec les outillages et puis ce qu'on sait par ailleurs de ce remplacement. Ce qu'on a longtemps cru comme acquis, c'est que dans le fond, ces industries de transition, encore une fois, c'était produit par les derniers Néandertaliens. Et ce qui est en train de se passer depuis quelques années, c'est que dans le fond, ces industries de transition, elles tombent, si je peux dire, les unes après les autres. Ça a commencé avec le Paléolithique supérieur initial à Bachokiro, qu'on considérait aussi là-bas comme une sorte d'industrie de transition, mais avec d'autres industries où, au fil des travaux, on se rend compte qu'en fait, on trouve des sapiens. Et donc, elles sont de transition comme l'était le Paléolithique supérieur initial dans le Negev. C'est-à-dire, elles sont de transition non pas entre les outillages fabriqués par les Néandertaliens européens et puis ce qui va venir après, elles sont de transition parce que, oui, en Afrique, il y a eu aussi une sorte de Paléolithique moyen qu'on appelle le Middle Stone Age. Et donc, elles ont des caractères un peu mixtes, elles sont pas vraiment du Paléolithique supérieur parce qu'elles ont gardé des traits hérités de ce Paléolithique supérieur initial, justement. Alors, donnons un exemple. Il y a cette fascinante culture
dite de transition. Alors là, je prends mon élan, le lincombien ranisien germano-vicien. On dit LRJ pour... Bon, le LRJ. J'avais un peu une allergie à LRJ, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, cette culture, elle est fascinante parce que il semble que d'une façon extrêmement rapide, elle ait coiffé l'Europe néandertalienne par le nord. Ouais. Ce qui est étonnant, puisque ça signifie qu'on avait des sapiens qui étaient adaptés au froid, très adaptés au froid. Et par ailleurs, ils ont été jusqu'à l'Angleterre, qui à l'époque était reliée au continent européen. Très récemment, vous avez dirigé une équipe dans le cadre d'un grand projet qui a retrouvé de l'ADN mitochondrial dans l'un des sites, ce site allemand auquel vous faisiez allusion. Et cette culture était aussi caractérisée par une pointe caractéristique de ce paléolithique supérieur initial. Donc, ça suggère que cette culture serait un exemple de cette arrivée très rapide des sapiens. Alors on a de plus en plus d'informations sur ce premier peuplement de sapiens en Europe. Et donc, il y a eu les travaux que vous avez mentionnés à Batchoquiro, ces travaux à Ranis, donc en Thuringe, en Allemagne. Tout ça sont des assemblages où, dans le fond, depuis le 19e siècle, on n'avait pas de fossiles. Donc, on se demandait ce que c'était, qui les avait fabriqués. Bon, on a utilisé des techniques moléculaires qui permettent de détecter des restes humains très, très fragmentaires. Et donc, à travers ces recherches, on a pu récupérer des tout petits bouts d'os. Ces tout petits bouts d'os, on les a datés, on a extrait de l'ADN, on a fait tout un tas de travaux dessus. Et donc, ça a duré 5 ans, en gros. Oui, tous ces travaux, dans le fond, ils nous donnent une image qui est un peu surprenante. D'abord, ces sapiens, ils arrivent beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait, parce que Aranis, c'est avant 47 000. Ensuite, on se rend compte qu'on a beaucoup d'informations sur la génétique de ces formes. Il y a un papier qui va apparaître prochainement là-dessus. On voit que ce sont des tout petits groupes. Quand je dis des tout petits groupes, quelques centaines de gens, qui viennent indépendamment les uns des autres. Les gens de Batchoquiro, les gens de Ranis, tout ça, c'est des gens différents. Ce sont des groupes qui viennent depuis le Proche-Orient jusque dans les fins fonds de l'Europe. En quelques générations. Assez vite, assez vite. Et donc, ce qui est très surprenant aussi, c'est que les mouvements de population entre l'Afrique et l'Eurasie, l'image qu'on en a, c'est que c'est quelque chose, une espèce de pulsations qui sont liées à des changements environnementaux. Donc, en gros, les gens, ils se dispersent dans un type de paysage qui est le type de paysage auquel ils sont adaptés. Mais là, dans le cas de cette arrivée dans les moyennes latitudes, on a des gens qui partent du Proche-Orient et qui arrivent dans un environnement où les reconstitutions qu'on peut faire du climat, de la température, à Ranis, c'est 12 degrés Celsius en dessous des températures d'hiver actuelles en Thuringe. Je ne sais pas si vous avez envie de passer un hiver dehors en Thuringe, mais 12 degrés en dessous, c'est très, très froid. C'est à peu près le climat du nord de la Scandinavie. On est à la limite de la zone où il y a encore des arbres. C'est pour ça que ça m'étonne que vous disiez que ces LRJ arrivaient directement du Proche-Orient. Ils ont dû avoir une longue période d'adaptation quelque part en Eurasie du Nord. Je crois que surtout... Non, mais une longue période, après tout est relatif. Une ou deux ou trois générations. Non, mais je pense que c'est plus que 2 ou 3 générations. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'échelle de l'évolution humaine, on parle de choses qui se passent en quelques siècles. Voilà. Mais quelques siècles, pour moi, c'est très rapide. Moi, ce que ça m'inspire comme réflexion, c'est que la grande différence avec ce qui s'est passé avant, c'est que, en fait, ces gens-là, ils vont où ils veulent. C'est-à-dire que le climat, l'environnement, ça n'est plus une limitation comme ça l'a été auparavant. Et d'ailleurs, j'allais dire, dans la foulée, et à la suite de vagues qui vont venir plus tard, on va peut-être parler de l'Aurignacien, ils vont aller jusque... Alors, j'ai l'habitude de dire dans mes cours qu'ils arrivent au bord de l'océan Arctique il y a 30 000 ans. J'ai lu hier un papier qui suggère que c'est pas 30 000, c'est 39 000. Vous voyez, quand on est à 39 000, on n'est pas loin de 43 000. Et donc, ces gens-là vont absolument partout et ils ont une capacité... une résilience, si je peux dire, une capacité d'adaptation liée probablement à la technologie et puis aussi probablement au mode d'organisation sociale pour aller absolument coloniser tous les environnements possibles. Donc, ils semblent être particulièrement adaptables. Pour cette raison, ils vont se multiplier. Pour cette raison, ils vont submerger les populations néandertaliennes. Eh ben non, parce que L'autre conclusion de nos études sur ce sujet, c'est que dans le fond, et ça aussi c'est très surprenant, c'est qu'on a ces tout petits groupes, donc de quelques centaines de gens, qui arrivent dans des zones qui apparemment sont pas les plus faciles, si je peux dire, en Europe. On s'imaginait que ces gens venant d'Afrique, du Proche-Orient, ils allaient venir par le sud. Ah non, ils viennent pas par le sud, ils viennent par l'est et puis le nord.
Donc, ils sont en Belgique, en Allemagne, avant d'arriver plus bas. Et plus bas, pendant plusieurs milliers d'années, on va avoir des Néandertaliens qui, eux, vivent dans des zones qui sont Plus agréable. plus agréables, si je peux dire. Et ce qui est aussi remarquable, c'est que ce que montre l'étude de ces gens de Bachokiro, de Ranis, etc., c'est que dans le fond, ils contribuent très très peu à la suite de l'histoire. C'est-à-dire que, par exemple, pour le génome des hommes de Bachokiro, on trouve à peine des traces de ce génome dans des populations européennes actuelles. C'est moins vrai pour l'Asie, mais l'impression qu'on a, c'est que dans le fond, ces petits groupes sont des groupes pionniers qui ne sont pas forcément couronnés de succès dans leurs entreprises. Donc, ils disparaissent ou ils se perdent dans le monde des Néandertaliens ou ils sont remplacés par d'autres qui vont arriver plus tard. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important parce que... Ils arrivent pour se dissoudre quelque part dans la masse. Oui, mais je voudrais souligner un point, c'est que dans le fond, il y a toujours des bagarres entre les généticiens et les archéologues. Et les archéologues, ils vous disent, nous, on a un site en Australie qui a 65 000 ans, donc les hommes modernes sont arrivés en Australie à 65 000 ans. Et les généticiens vous disent, quand on prend les ADN mitochondriaux de tous les Australiens, tous les aborigènes australiens, et qu'on calcule un temps de coalescence, on tombe sur une date vers 50 000, 55 000. Donc votre histoire de 65 000, ça colle pas. Et en fait, si, ça colle. Pourquoi ? Parce que les premiers arrivés, souvent, ils disparaissent. Ils sont pas remplacés. Enfin, ils sont remplacés. Ils n'ont pas de descendance. Et ça, cette histoire-là, elle s'est probablement passée donc en Europe, et aussi dans d'autres régions du monde, où donc on peut avoir des sites archéologiques très anciens, puis après des données génétiques qui nous disent que le vrai peuplement, celui qui compte, celui qui a une descendance dans le monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est arrivé plus tard et qui a été beaucoup plus massif. Alors, vous avez attiré mon attention en parlant de climat agréable. Là, un climat que je trouve agréable puisque je suis méditerranéen, c'est celui du sud de la France. Climat qui s'avance jusque dans l'intérieur de la vallée du Rhône. Et comme vous le savez, Ludovic Slimak de l'université Paul Sabatier à Toulouse nous a tous surpris, heureusement qu'on était assis au moment d'entendre la nouvelle, en découvrant une culture d'Arché sapiens à 54 000 ans dans une grotte de la vallée du Rhône. Et cette grotte fait partie d'un ensemble de grottes définissant la culture du Néronien. Et donc, est-ce que si on accorde crédit aux constatations qui ont été faites, qui se multiplient et qui vont peut-être continuer à croître, à savoir une dent de juvénile, une dent de lait dont on n'est pas certain qu'elle soit associée avec la bonne strate, mais enfin, en tout cas, elle a été trouvée et elle est sapiens, et puis des outils qui tranchent complètement avec ceux qui sont dessous et ceux qui sont au-dessus, les uns et les autres étant néandertaliens. Pourrait-il s'agir là de l'un de ces clans sapiens venus se perdre dans la masse ? Moi, je crois que c'est tout à fait possible, et de la même façon qu'on a montré ça à Bachokiro, à Ranis, et je pense qu'on le montrera ailleurs, il y a ces espèces d'incursions de sapiens en Europe. Alors la question, c'est, on va remonter jusqu'à quand ? Soit en passant, je fais une petite parenthèse, plus on remonte dans le temps et plus ça va remettre en cause les soi-disant expressions symboliques ou artistiques des derniers néandertaliens. C'est-à-dire que toutes les choses qu'on a découvertes en Europe qui avaient 50 000 ans en disant « Ah, c'est formidable, les néandertaliens, ils ont fait des gribouillis comme ci et comme ça ». Si on commence à trouver des sapiens partout à la même époque, ça va devenir un peu plus difficile à soutenir. Je ferme la parenthèse. Alors, la question du néronien, honnêtement, je pense que pour l'instant, elle n'est pas tranchée. Voilà. Donc, si j'en crois ce que disent des gens qui sont des spécialistes des industries lithiques, tout le monde n'est pas d'accord pour rapprocher ça ou rapporter ça à quelque chose comme un paléolithique super initial ou une autre industrie de ce type-là. Il y a des gens qui pensent que c'est une forme de moustérien particulière. Donc ça, je laisse mes collègues se chamailler là-dessus. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut retenir l'idée forte, quelque part, toutes ces industries de transition sont du paléolithique supérieur initial évolué en Europe ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a, en fait, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que ce qu'on a cru être des évolutions locales des Néandertaliens, c'est pas du tout ça. En fait, ce sont des manifestations de ces incursions de sapiens très très loin vers l'ouest, parfois vers le nord, vers le nord-ouest, et qui apportent des industries qui sont discordantes dans le fond par rapport à ce qu'on a en Europe jusqu'à présent. Donc on est en train de déplacer le point de remplacement au-dessus des industries dites de transition
on est en train de le déplacer en dessous, en fait. C'est-à-dire que c'est plutôt le début du remplacement en Europe, c'est plutôt quelque part entre 50 000 et 45 000 plutôt qu'à 40 000. Mais encore une fois, ce qui est absolument remarquable, c'est qu'on a quand même des restes néandertaliens directement datés, beaucoup plus tardifs que ça. On en a des directement datés à 42 000 et on pense même qu'il y a des néandertaliens quelque part dans le sud-ouest de l'Europe, Espagne, France, jusque vers 40 000. Donc ça veut dire que c'est un phénomène qui est beaucoup plus complexe et long que ce qu'on avait imaginé. On avait l'image d'une espèce de vague de sapiens qui arrivait et puis qui absorbait ou remplaçait les Néandertals. Alors, ça nous amène à la question de l'héritage génétique éventuel des Néandertaliens, de ces derniers Néandertaliens dans le génome des Européens de l'Ouest. Est-ce que nous en avons un ou alors l'héritage néandertalien que nous avons, les 1 à 3% de gènes néandertaliens, enfin plutôt d'ADN néandertalien que nous avons en nous, nous autres Européens, sont-ils provenus d'un métissage qui a eu lieu ailleurs qu'en Europe? Alors je pense que c'est plutôt la deuxième option. Pourquoi ? Parce que, par exemple, à Bachokiro, quand on regarde le génome de ces gens-là, on voit qu'ils ont dans leur génome un petit peu d'ADN néandertalien qui a été acquis au moment de la sortie d'Afrique, donc plusieurs milliers d'années avant qu'ils arrivent en Europe, et ce sont des tout petits fragments qui sont très dispersés dans le génome. Puis alors en plus de ça, on a des grands segments d'ADN, et la longueur de ces segments d'ADN néandertalien nous dit que cette introgression, cette hybridation, c'est quelque chose qui remonte seulement à quelques générations, 5, 6, quelque chose comme ça. Donc c'est 2 épisodes. Alors maintenant, la suite de l'histoire, c'est quand même que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces populations pionnières, dans le fond, elles vont être effacées par d'autres populations qui vont venir plus tard. Les fameux Aurignaciens. D'où venaient les Aurignaciens? Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais vous disiez qu'il y Non, avait... mais ils viennent, je parle sur le plan biologique des populations, ils viennent en dehors de l'Europe, quelque part, voilà, dans l'Est, dans le Sud-Est. C'est-à-dire, on parle d'une zone qui est entre le Levant et puis l'Anatolie, toutes ces régions-là. En fait, tracer ça, il faudrait avoir la paléogénétique dans ces régions-là pour pouvoir connecter nos Aurignaciens qu'on a en Europe, en Russie ou ailleurs avec quelque chose. En tout cas, à l'arrivée des Aurignaciens, il y a un changement brusque. Ah bah ça, les Aurignaciens, là, c'est le coup final, si je peux dire. C'est-à-dire que eux, ils vont pas s'arrêter en Belgique ou en Allemagne. Eux, ils vont aller absolument partout en Europe, jusqu'aux îles britanniques, en Espagne, etc. Et là, c'est fini pour les Néandertaliens. Le vrai remplacement final, c'est probablement à ce moment-là qu'il se produit. D'ailleurs, il y a des sites où on n'a pas ces fameuses industries de transition entre du paléolithique moyen et puis l'Aurignacien. Bien, je vous remercie, professeur Hublin. Nous avons donc appris quelque chose de très très fort, à savoir que plutôt que des cultures de transition, il y a eu des cultures de remplacement. Des groupes sont arrivés, se sont fondus dans la masse européenne et puis ont préparé l'arrivée d'une vague qui a définitivement fait disparaître les cultures néandertaliennes. Et donc, nous allons maintenant passer à quelques questions plus légères. Oui, merci, professeur Hublin. On imagine assez bien ce que ça peut être pour quelqu'un qui conçoit un livre d'histoire et de préhistoire pour les collégiens, pour les lycéens, d'écrire des choses nécessaires et précises dans chacun des chapitres. Ça doit être assez compliqué, en fait, puisqu'on se rend bien compte que, vous l'avez dit à plusieurs reprises, un article va paraître. Je viens de lire un article qui vient de paraître, pas pour des petits détails, mais pour des changements assez profonds. Alors, longue introduction vers les 3 questions un peu transverses que vous avez accepté qu'on vous pose aussi. La première que vous avez accepté de traiter, vous allez tout de suite voir le lien, c'est savoir l'idée qui, pour vous, doit être abandonnée. Quelle est l'idée à laquelle il faut renoncer? Donc on voit bien en science que souvent, des idées ont duré, et puis des idées doivent être abandonnées parce que les faits les font réviser. Donc à la fois dans votre domaine ou de manière beaucoup plus large, quelle est l'idée qui, selon vous, mériterait qu'on y renonce? Alors, c'est pas tellement une idée, c'est plutôt une vision, en quelque sorte, une image. Je voudrais juste insister sur le point que, dans le fond, la préhistoire, la paléanthropologie sont des sciences très très sérieuses, mais en même temps, qui sont un peu des terrains de rêve, voire de fantaisie. Et donc, chaque époque historique, depuis le milieu du 19e siècle, chaque époque a construit sa préhistoire. Et
on se moque assez volontiers de la préhistoire que s'imaginaient les gens de l'époque de la guerre du feu, quand le roman a été écrit. Moi, j'aimerais me moquer un peu de la façon dont on voit la préhistoire aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il y a une idée à laquelle il faut renoncer, c'est cette vision quand même qui est un petit peu rousseauiste du chasseur-cueilleur, qui vit en équilibre avec la nature, qui gère la ressource, en gros qui est écolo, et qui est quand même plutôt féministe et plutôt pacifique aussi. Et donc tout ça, en fait, c'est un mix de fantasmes des hommes du début du XXIe siècle qui projettent dans le passé. Ce qui est vraiment remarquable quand on regarde la façon dont on s'est représenté la préhistoire au cours du siècle et demi écoulé, même un peu plus. Dans le fond, pendant très longtemps, les chercheurs, mais aussi le public, étaient des gens qui adhéraient à l'idée de progrès. Et donc, l'idée que dans le fond, le progrès, la civilisation nous avait tirés de l'enfer de la préhistoire. Enfin, moi, quand j'étais adolescent, j'ai adoré lire La guerre du feu, dont je parlais tout à l'heure. Et La guerre du feu, c'est vraiment l'expression de cet enfer préhistorique. Ces pauvres héros de La guerre du feu, ils sont dans une errance, dans un paysage où ils se font attaquer par des carnivores, des cannibales. On leur pique le feu en plus. Vraiment, il leur arrive des tas de malheurs. Et donc ça, c'est une image qui est quand même prévalue très longtemps. Et puis alors, ce qui est vraiment remarquable, c'est que dans les années 70, graduellement, c'est le présent qui a commencé à faire figure d'enfer. Et donc, du coup, on a commencé à regarder la préhistoire comme un paradis perdu. Il y a un auteur américain qui s'appelle Slatkin qui a écrit un bouquin dans ces années-là qui s'appelait « Les mondes d'abondance ». C'est pas la peine que je détaille, mais vous voyez l'idée, c'est-à-dire la préhistoire, c'était une époque où on n'avait pas besoin de travailler, on pouvait s'amuser et faire l'amour et tout tombait du ciel, si je peux dire. Et c'est vrai qu'il y a cette vision un petit peu, rousseauiste du passé. Alors, on retrouve ces discours sur des tas de thématiques. Il y a quelques années, j'ai des collègues de l'université de Cambridge qui ont publié un article à propos d'une découverte qu'ils avaient fait au Kenya, un site sur le bord d'un lac où on avait des restes de chasseurs-cueilleurs qui avaient été massacrés. Ces gens-là, ils étaient criblés de flèches, on leur avait fracassé la tête, il y avait des tas de gamins qui avaient été oxydés de façon vraiment violente. Et quand ces gens-là ont publié leur article, il y a eu une réaction extrêmement négative, en fait, à cet article, alors qu'ils décrivaient quelque chose qui était factuel. Et dans le fond, on voulait bien accepter l'idée qu'avec l'agriculture, le néolithique, il y avait des conflits qui s'étaient développés. Mais alors, l'idée que les chasseurs-cueilleurs pouvaient se livrer à des choses aussi terribles, ça avait du mal à passer. Je pense que ça a encore du mal à passer. Donc voilà, je pense qu'il faut renoncer à l'idée que les hommes d'autrefois étaient meilleurs que les hommes d'aujourd'hui. Merci pour cette réponse étayée. Et voilà pour les fantasmes à abandonner. En tout cas, c'est ce tropisme à projeter le présent sur un passé, même, et d'autant plus s'il est lointain. La question que je vais vous poser à présent, la deuxième de notre trio, est presque le miroir de la précédente. C'est, à vos yeux, quel est le concept, la notion scientifique qui ne mérite pas d'être abandonnée, mais au contraire, qui mériterait d'être plus connue, mieux comprise? Alors, je vais peut-être vous surprendre parce que ce que je vais dire va paraître comme un lieu commun, mais je pense que vraiment la notion qui est à réhabiliter quasiment, c'est la notion d'évolution. Alors, évidemment, l'évolution... Depuis le XVIIIe siècle, on en parle, le transformisme, Lamarck, Darwin, etc. On pense que l'affaire est entendue. En fait, l'affaire n'est pas entendue. C'est-à-dire que, dans le fond, cette idée que le changement ne s'est jamais arrêté, c'est une idée qui nous dérange, en fait. Et elle nous dérange de plusieurs façons. Mais je pense qu'elle nous dérange essentiellement parce que les hommes ont besoin d'une séparation claire entre l'humain et le non-humain. Donc, dans le fond, on aimerait bien, et c'est une question qu'on me pose assez souvent dans des conférences, on me dit, mais alors le premier homme, c'est quand, alors finalement? C'est difficile de répondre parce que il y a des créatures qu'on peut appeler des hommes qui ont vécu il y a longtemps, et c'était des hommes, mais c'est pas vraiment des hommes comme nous. Et ça, si vous allez au musée de l'homme, vous verrez, il y a une phrase qui est écrite sur un mur et qui dit, voilà, il y a une seule humanité dans l'espace et dans le temps. Alors, on comprend bien les motivations humanistes de cette déclaration. Je pense qu'elle est fausse, parce que si aujourd'hui il y a une seule humanité, quand on remonte dans le passé, d'abord pour commencer, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs humanités qui ont existé simultanément,
Et puis, surtout que, justement, la difficulté, et on en parlait tout à l'heure à propos des hommes de Djebel Irhoud, c'est que même au sein de notre espèce, on voit bien que les hommes qui vivaient il y a 100 000 ans, c'est pas vraiment les hommes d'aujourd'hui. Et si on remonte à 200 000 ans ou à 300 000 ans, la différence, elle est encore plus flagrante. Et donc, je pense que cette espèce de barrière intellectuelle, dans le fond, elle existe toujours. On aimait bien l'idée d'un homme, et d'ailleurs, le simple terme qui est très souvent utilisé par mes collègues, d'homme anatomiquement moderne ou d'homme moderne. C'est un terme que j'aime pas, même si je suis obligé de l'utiliser. Pourquoi ? Parce que dans le fond, quand on dit un homme moderne, ce que le public entend, et j'ai peur que ce soit aussi ce qu'entendent certains scientifiques, c'est un homme comme les hommes d'aujourd'hui. Et en fait, je pense qu'il y a un malentendu, parce que beaucoup de paléoanthropologues, quand ils parlent d'homme moderne, ils parlent d'une lignée qui mène à l'homme moderne. Mais évidemment, quand on remonte dans le temps, ces gens-là ne sont ni modernes anatomiquement, ni modernes sur le plan de leur comportement et de leur technologie. Et donc, l'évolution, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête et réhabiliter. Malheureusement, il n'y a pas une coupure, un point oméga quelque part dans le passé où tout d'un coup, on serait devenu des hommes et après, c'est plus la peine de se casser la tête. Il y a uniquement une évolution culturelle. Alors évidemment, on comprend bien que Jules César n'avait pas de Mercedes, parce que la marque n'existait pas. Mais ce concept-là, on l'a poussé dans le passé. On vous dit, oui, les hommes du Paléolithique supérieur, c'est pareil que nous, sauf qu'ils avaient des armes en silex et des pointes en os. Puis si on remonte plus loin, c'est toujours pareil. Non, c'est pas pareil, justement. Et ça, il faut vraiment garder ça en tête. Merci pour cette mise à l'abri de la notion d'évolution, en tout cas de ne pas la perdre de vue, parce qu'effectivement, vous êtes sans doute pas le premier, je suppose, dans votre domaine, à en faire le constat et à le dire. Elle est encore difficile à intégrer véritablement et à saisir. Et on fait souvent beaucoup d'erreurs. Et nous tâchons d'être vigilants sur ce point dans nos pages pour la science, mais c'est effectivement délicat. J'espère que, en dehors de ça, il y a des choses qui vous rendent optimiste. Et ça sera la troisième des questions transversales. Qu'est-ce qui vous rend optimiste aujourd'hui ? Alors, on m'a posé cette question il n'y a pas très longtemps à propos du destin de l'humanité. Et je me garderai bien de répondre parce que les réactions ont été un peu inattendues et même désagréables. Donc, je vais parler de ce que je connais mieux, qui est ma discipline. Et donc, une anecdote que j'ai racontée souvent, quand j'étais étudiant, je faisais ma thèse. Alors souvent, pour les étudiants en thèse, c'est une période un peu de dépression quand même, parce que le futur est très incertain. D'ailleurs, déjà pour commencer la thèse, on ne sait pas très bien comment ça va se terminer, si même ça va se terminer. Et puis, on ne sait pas trop ce qu'on va devenir. Alors, moi, j'avais une couche supplémentaire d'anxiété. J'avais l'impression que j'arrivais trop tard dans un monde trop vieux. Je me disais, mais enfin... Voilà, on a trouvé les hommes de Néandertal, les Homo erectus. Je lisais les travaux de Franz Weidenreich qui avait décrit dans des centaines de pages, dans un détail incroyable, les restes d'Homo erectus chinois. Je dis, mais il me reste rien. Je vais pinailler sur des creux et des bosses, sur des os. Ça va être ça, ma vie. Moi, j'avais envie de découvrir des choses complètement nouvelles. Bon, en fait, cette espèce de crise existentielle, elle n'avait pas vraiment de raison d'être et je ne pouvais pas être plus dans l'erreur que ça. Parce qu'en réalité, entre le moment où j'étais étudiant et maintenant, on a trouvé beaucoup plus d'hominines fossiles qu'entre le milieu du 19e siècle et le moment où j'étais étudiant. Alors, j'étais étudiant il y a assez longtemps, remarquez, mais bon. Et donc, il y a eu une pluie de découvertes absolument incroyables. Regardez la découverte de l'homme de Flores. Qui est-ce qui pouvait imaginer quelque chose comme ça ? Donc, moi, je suis très optimiste parce que je pense que des surprises comme celle-là, l'avenir nous en réserve encore de nombreuses. Puis alors, surtout, sur le plan méthodologique, alors là, c'est incroyable. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu dans un monde où l'ADN fossile, la paléoprotéomique, même des méthodes de datation qui sont utilisées de façon tout à fait banale aujourd'hui, non seulement n'existaient pas, mais c'était de la science-fiction, c'était un pur fantasme. Et moi, je pense qu'on va avoir encore des révélations tout à fait surprenantes. On arrive aujourd'hui à reconstituer, alors par la paléogénétique, mais on arrive à reconstituer les stratégies de reproduction d'hommes de Néandertal qui vivaient il y a 50 ou 60 000 ans. Voilà, dans ce groupe, tous les mâles étaient apparentés, les femelles, ils allaient les chercher ailleurs, etc. Enfin,
Qui aurait imaginé qu'un jour, on pourrait mettre le doigt sur des informations comme ça? Donc, moi, je suis optimiste. Merci pour ce message encourageant pour la paléoanthropologie et pour tous ceux qui en sont curieux. Je suppose que d'ailleurs dans la salle, certains d'entre vous ont des questions pour Jean-Jacques Hublin. Oui, merci. Alors, vous avez beaucoup parlé de l'industrie lithique et je voulais avoir votre opinion sur l'hypothèse qui essaie d'expliquer pourquoi, quand on observe l'industrie lithique des Homo sapiens, on a un peu l'impression d'avoir une capacité de reproduire des objets à l'identique, qui me fait penser que finalement l'Homo sapiens c'est peut-être plus un industriel par rapport à l'homme de Néandertal qui serait plus un artisan, parce qu'il n'a pas cette faculté à reproduire vraiment à l'identique. Alors, bon, je ne sais pas si on peut parler d'industriel. Alors, le terme d'industrie préhistorique, c'est peut-être un terme un peu malencontreux. Mais ce qui est certain, c'est que à partir d'un certain stade, et là encore, je reviens sur cette idée qu'il y a une évolution. Hein. Donc, ce que je vais dire, c'est vrai pour, disons, après 50 000, mais c'est pas vrai avant. Donc, il n'y a pas un comportement de sapiens. Et les sapiens, disons, ceux qui... en particulier de l'Aurignacien, qui vont remplacer les derniers néandertaliens, c'est vrai qu'on voit dans le registre matériel une capacité à produire de façon stéréotypée des objets. Alors, dans le paléolithique moyen qui précède, on a quelques objets quand même. Hein. On a des bifaces triangulaires, des choses comme ça, qui sont relativement stéréotypés. Mais c'est vrai que la masse de la production d'outils, c'est pas ça. Bon, les gens avaient besoin d'un truc qui coupait ou un truc qui perçait, donc... Ils fabriquaient, la forme comptait assez secondairement, si je peux dire. Et d'ailleurs, c'est une blague qu'on fait souvent. Hein. Les préhistoriens ont fait toute une typologie de ces objets, donc on les classe dans des tas de catégories, etc. La question, c'est est-ce que pour les Néandertaliens, ces catégories, elles existaient? Ça, c'est une vraie question. Je voulais rebondir sur votre optimisme. Est-ce que les techniques modernes vous permettent d'aller au-delà de la recherche de pierre et d'eau et de trouver des techniques sur du cuir ou du bois qui laisseraient des traces? Alors, malgré mon optimisme et malgré le progrès de tout un tas de techniques, il faut quand même bien se rendre à l'évidence. Il y a toute une partie du comportement et de la biologie des hommes du passé auxquels on risque quand même de ne jamais avoir accès, pour des raisons de conservation, puis peut-être parce que, sauf si on finit par mettre au point la machine à remonter dans le temps, on n'aura pas accès à ça. Mais maintenant, il y a ce qui s'est passé au cours des, disons, 20 dernières années, c'est quand même une influence massive de la chimie, de la physique, dont on a importé des techniques dans la sphère de la recherche en archéologie et en paléanthropologie. Par exemple, on étudie des résidus qui permettent donc on cherche des traces chimiques, en gros, de tas de choses, et on les trouve. Et donc ça donne accès à des techniques, à des comportements. Je vous ai parlé de l'ADN qu'on extrait des ossements, mais maintenant, vous savez que l'ADN, il y en a partout autour de nous, hein, et donc c'était pareil autrefois. Et donc maintenant, il y a énormément de recherches sur de l'ADN, environnemental. Il y a des gens qui vont extraire de l'ADN de sols très anciens qui vous reconstituent le paysage, les animaux qui vivaient là. Donc on n'a pas un seul os, on n'a pas un seul fossile, mais on peut absolument recréer ce paysage. Et puis dans les sites archéologiques, un des percées actuels, c'est qu'on se met à extraire de l'ADN des dépôts archéologiques eux-mêmes. Et il y a des sites dans lesquels on a réussi à reconstituer les successions de groupes. Par exemple, pas seulement des sapiens qui remplacent des néandertaliens, mais des populations néandertaliennes différentes qui se remplacent sans trouver forcément des restes de néandertaliens, mais juste en analysant l'ADN qui est dans les sédiments. Donc vous voyez, on a quand même de ce côté-là, je pense, de l'espoir. Alors sur les matières périssables, je pense qu'on ne trouvera pas forcément des choses spectaculaires qui vont dans les musées, mais la chimie organique en particulier va nous livrer encore d'autres informations tout à fait surprenantes. Merci, professeur Hublin, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, d'avoir partagé votre enthousiasme et de nous avoir emmenés aussi loin dans les profondeurs du passé, dont on voit bien qu'il va changer ce passé dans les années à venir. Donc on espère bien vous entendre à nouveau et vous lire à nouveau dans Pour la Science. Merci encore et bravo, merci à vous, professeur Hublin. Vous venez d'écouter À l'écoute de la science, un podcast de Pour la Science, réalisé en partenariat avec le Collège de France, produit par Louis Créative. Merci à Jean-Jacques Hublin d'avoir pris le temps de partager sa passion et ses connaissances. Merci au Collège de France et à David Adjemian de nous avoir accueillis.
Merci aux abonnés de Pour la Science d'être venus nombreux. Merci à Gautam Shukla et Marion Girard pour la réalisation et la production de cet épisode. À l'écoute de la science est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Vous pouvez également nous rejoindre sur pourlascience.fr, retrouver nos magazines et hors-séries en kiosque et vous abonner à ce podcast bien sûr.